Halloween 3, c'est super cool, Halloween 3, mais il faut quand même dire que quand le film est sorti, ça a été reçu comme une énorme déception. En fait, en vérité, ça a essentiellement mis fin à la franchise de Halloween. Il y a eu des suites plus tard, mais c'est un peu comme si McDonald's avait été revendu à une compagnie de peinture ou quelque chose comme ça. C'était encore le même nom puis les mêmes symboles, mais c'était une autre gang qui a fait les films. C'est complètement d'autre chose. Peut-être qu'on en reparlera, on verra tantôt. Mais il faut aussi dire quand même que dans les cours d'école, par exemple, moi j'étais au primaire là, quand le film est sorti, et c'était très populaire. En fait, chez les jeunes garçons de 8 ou 9 ans, puis je l'ai réécouté cette semaine, puis je pense que j'ai compris pourquoi. Il y a beaucoup, c'est pas un film parfait, mais il y a beaucoup de qualité dans le film. Alors, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou est-ce que c'est un chef-d'œuvre inconnu ou est-ce que c'est une déception totale? Ben, c'est un peu entre les deux, mais comme on va voir, là, il y a vraiment beaucoup d'affaires vraiment super intéressantes dans le film. J'ai aimé ça. Qu'est-ce que ça raconte en gros? Ben, je vais vous faire la version divulgachi, là. Je vais vous vendre un petit peu les punchs. Je vais présumer que vous l'avez plus ou moins vu, parce que c'est comme ça qu'on nous le racontait dans la cour d'école. Okay? C'est comme ça que mes camarades d'école me le racontaient. Fait que c'est à peu près comme ça que je vous le conte maintenant. Donc l'idée, c'est qu'il y a un méchant industriel, ok, dans une sorte de village orwellien avec qui est peuplé d'Irlandais en fait, et il y a une armée de robots. C'est un spécialiste des robots et c'est aussi un vendeur de masques d'Halloween. Et il y a un terrible complot et où est-ce qu'il va tuer les enfants de l'Amérique au complet. Avec ce masque-là, il vend les masques, mais le soir de l'Halloween, il va provoquer quelque chose d'absolument maléfique et ça va être... c'est des masques meurtriers, essentiellement. Puis ce qui déclenche l'attaque des masques tueurs, c'est une publicité, un jingle publicitaire, une rengaine publicitaire qui rentre vraiment énormément dans la tête, parce qu'on l'entend environ 18 ou 20 fois dans le film. À toutes les 3 minutes, à peu près, on l'entend. La seule chance vraiment des enfants de l'Amérique, c'est un flic ou un détective, j'oublie qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais c'est un gars, ok? Puis il finit par découvrir le terrible complot, puis il est accompagné par une fille dont le père, qui est un vendeur de masques d'Halloween, a été tué, et donc c'est ça, je pense que c'est un médecin, le héros, puis il travaille à l'hôpital, puis il se passe un paquet d'affaires extrêmement bizarres, puis il y a des meurtres au-delà de grotesques. Et ben c'est ça, il finit par découvrir l'horrible secret de ces masques. Et donc, est-ce qu'il va réussir à prévenir, à sauver les enfants de l'Amérique, ou est-ce que le méchant industriel qui veut venger les druides, en gros. Est-ce que c'est la vengeance des druides va-t-elle s'accomplir ou est-ce que les enfants de l'Amérique vont être sauvés? Ben, encore une fois, comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter Halloween 3. Et encore une fois, franchement, là, c'est vraiment hyper sympathique. C'est pas un film parfait, puis je vais commencer quand même par dire un peu les défauts, là, si on veut, ou les raisons pour lesquelles ça a tué la franchise, encore une fois. On sait que le plan de Carpenter, c'était de créer une nouvelle anthologie, des films d'anthologie, avec l'idée qu'à chaque année, on aurait un nouveau film d'Halloween, mais avec une histoire complètement distincte des films précédents. Puis, déjà, quand il avait fait Halloween 2, je ne me rappelle jamais s'il l'a réalisé, je pense que non, mais on sait que quand il a écrit le scénario, en tout cas de Halloween 2, lui-même a dit que à mi-chemin du scénario, il avait complètement fait le tour de ses idées. Il n'y avait plus aucune idée, et parce qu'il avait fait le tour de son histoire. Dans le premier, l'histoire de Halloween, c'est Halloween 1, l'histoire de Michael Myers, puis
Laurie Strode, bon, puis avec Donald Pleasence, tout ça, Dr. Loomis, ben c'est ça, il n'y avait rien d'autre à dire. Ça fait qu'il a fait le 2 parce que il y avait un gros chèque, puis je le comprends, mais c'est ça, rendu au 3, il s'est dit, écoute, il n'y a plus rien à faire avec ce personnage-là, ce que les suites ont confirmé, et... Quoique le 4 n'est pas si pire. Mais en tout cas. Fait qu'il a décidé de faire son anthologie, mais le fait est que tout le monde voulait voir les suites des mésaventures de Michael Myers et de son masque de William Shatner, n'est-ce pas? Et en partant, c'est ça. C'est pas une suite d'Halloween. Michael Myers, comme on sait, il apparaît dans le film parce qu'il y a un festival de films d'horreur qui passe à la télé. Okay, que les enfants vont regarder le soir où la publicité va passer. Puis, on voit une annonce pour le film de Carpenter, okay, dans le film, dans Halloween 3. Il passe à la télé. Il y a une annonce pour le Halloween de John Carpenter. Puis là, on voit Michael Myers avec son couteau traverser la rue, ce genre de truc-là. Puis plus tard, on voit une petite scène du film aussi qui passe carrément à la télé, pas juste l'annonce, mais tu sais, c'est brillant comme idée, ok, comme au niveau de la mise en abîme, c'est super intelligent, là. C'est vraiment hyper cool qu'il ait fait ça. Mais vous conviendrez avec moi que ça satisfait pas l'appétit de mes aventures de Michael Myers. Les gens ont reçu ça comme une amère déception et beaucoup ont dû se dire qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je regarde? Et puis, tu sais, ça fait... Dernier truc là-dessus, si vous avez vu Vendredi 13/5, là, ben, il est arrivé un peu la même chose. Là, c'est quand tu vas voir un film avec ton méchant de film d'horreur, règle générale, tu veux avoir le même personnage tout le long, tu sais, ça fait que c'est ça. S'il avait fait un film de Freddy Krueger, là, Les Griffes de la Nuit 7, puis il avait remplacé Freddy Krueger par un joueur de quilles, là, OK? Ça aurait été le même genre de niveau d'amère déception. Fait que ça a tué la franchise. Puis l'autre raison pour laquelle c'est décevant, il y a quand même un niveau de déception, certainement pour le public à l'époque, c'est que c'est pas un film d'auteur. John Carpenter, même quand il fait son téléfilm d'Elvis avec Kurt Russell, qui est super bon en passant. Le téléfilm, il y a une couple de téléfilms de John Carpenter. Il y en a un avec un meurtrier qui appelle au téléphone, là, puis qui est, c'est quoi, Someone's Watching Me ou un truc comme ça qui est très très bon. Mais son téléfilm sur Elvis avec Kurt Russell, là, c'est pas comme un film de Carpenter comme The Live ou n'importe quoi, mais honnêtement, là, c'est tristement bon. Là. Ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes fan de Carpenter, là, Elvis, là, ça vaut la peine. Mais parce qu'il y a une touche, c'est un auteur, John Carpenter. C'est pas pour rien qu'il mettait son nom au-dessus du générique. Là. Puis ici, le scénario, la réalisation, elle est signée de... C'est Tommy Lee Wallace, je crois, le réalisateur. Et... Tommy Lee Wallace, c'est un gars compétent, mais pas talentueux. Puis je dis ça, c'est pas pour le critiquer, un petit peu, mais je dis pas avec méchanceté, mais il a fait d'autres films relativement populaires. Son plus connu, sans doute, c'est la télésérie de It, là, le roman de Stephen King. Il y a eu des films, des remakes récents à la télé. Là. Ben, la version de 1990 avec Tim Curry dans le rôle de Pennywise le clown. Ben, c'est lui qui a réalisé ça. Puis, ben, c'est très bon, OK, It, mais c'est très bon parce que l'histoire est cool, puis les personnages, tu sais, sont intéressants, puis Tim Curry est super bon, puis il y a des éléments visuels qui sont cool, tu sais, quand le clown est dans les égouts, tout ça, ça marche super bien, mais vous, encore une fois, vous conviendrez avec moi que c'est pas un grand réalisateur, il n'y a pas une touche d'auteur, là, OK, les plans sont alignés de la bonne manière, les scènes fonctionnent, mais pas du grand art. Puis il a fait aussi une suite de Vampire, là, justement Vampire de Carpenter, de 98 avec James Woods, qui encore une fois est hallucinamment bon. Là, c'est pas parfait, là, mais c'est crissement cool, Vampire, avec James Woods puis tout ça. Là, c'est hyper cool. Fait que, puis il y a eu 2 suites, là, avec au moins une que je pense Bon Jovi qui joue dedans, en tout cas. Puis ils sont corrects, là, les suites sont corrects. Mais c'est ça. T'sais, à toutes les fois que je repasse au Vampire de John Carpenter, je me dis, ah, c'est que c'était cool. OK, tout le temps. OK, c'est malade mental comme c'est cool. J'ai plein d'images cool qui me viennent en tête. Ben, Vampire Los Muertos, là, qui est celui que Tommy Lee Wallace a réalisé, ouais, c'est
c'était correct, là, c'était correct. Ben, c'est ça, OK? Mais il y a quand même... fait qu'on peut pas comparer les deux parce qu'il y en a un qui a du génie, puis il y en a un qui en a pas. OK? Puis je ne lui jette pas la pierre. On peut pas tout être Einstein ou Léonard de Vinci, là, tu sais. Mais, quoi que... Là-dessus, c'est une autre question. Parce que j'ai tendance à croire que tout le monde a du génie, OK? J'ai tendance à croire ça. Mais où tout le monde peut en avoir, OK? Mais Tommy Lee Wallace, là, OK, s'il a un génie, puis peut-être qu'il y en a, je lui souhaite et je veux le croire, son génie, c'est pas réaliser des films. On va dire ça comme ça. Donc, il est compétent. Mais quand même, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que sa réalisation n'est pas efficace, car elle l'est. OK? Il y a beaucoup de passages de films qui marchent très, très bien. Et je dois mentionner aussi qu'il y a quand même un élément visuel, atmosphérico-réalisation qui fait extrêmement John Carpenter. Puis ça, c'est parce que c'est le même directeur de photographie. Okay? C'est Dean Cundey. Puis Dean Cundey, il a travaillé avec Carpenter sur de nombreux... la plupart de ses films hyper connus. Plusieurs de ses films hyper connus. Je pense entre autres que c'est lui qui a fait la photo sur In the Mouth of Madness. Puis je dis ça parce que je pense que sur le DVD, il y a carrément un commentaire audio entre Carpenter puis Dean Cundey, où est-ce que Carpenter passe tout le commentaire audio à demander à Dean Cundey quel éclairage tu as utilisé ici, quel objectif tu as utilisé ici. Puis il faisait ça parce que, un, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le film, semble-t-il, mais à part, quoi que c'est... Il trouve ça bon, puis moi aussi, là, tout le monde adore ça. Mais entre autres, il faisait ça parce qu'il voulait utiliser ça pour rendre service aux gens qui voulaient réaliser des films. Toujours pour dire que Dean Cundey, c'est un des plus grands directeurs photo du cinéma, de l'histoire du cinéma, puis certainement du cinéma américain. Puis c'est lui qui fait la photo ici, puis les images sont belles. Et les images ont cette qualité esthétique, cette chaleur, cette richesse qu'on trouve dans les meilleurs films de Carpenter. Puis il y a quelques images, en particulier là, celle qu'on voit sur une des pochettes de VHS, là, qu'on voit des fois sur les affiches, avec les enfants qui marchent devant un coucher de soleil le soir de l'Halloween, là, avec leurs costumes. Là. Ben, ça, c'est hyper, hyper cool. Mais il y a plusieurs plans qui sont visuellement très réussis. Puis, c'est ça. Il faut dire aussi que, bon, encore une fois, il y a les effets spéciaux, par exemple, sont super réussis. Ça fait que ça aussi, ça marche très bien. Mais, bon, ce qu'on va essayer de faire, je mentionne les effets spéciaux, puis là, je fais encore une fois une comparaison avec Halloween, puis pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Halloween 1 versus Halloween 3. Puis, dans Halloween 3, il y a 4 ou 5 meurtres ultra violents, gore extrême, années 80, avec des maquillages ultra élaborés. Parce que c'était ça l'époque. Puis quand j'ai parlé de Phantasm 2 il n'y a pas très longtemps, c'est exactement le même genre de truc. Là, dans From Beyond aussi. Là. Il y a le genre, c'est ça, c'est pas le même genre. Dans From Beyond, c'est autre dimension, mutation. Ça fait que c'est pas tout à fait pareil, là, mais c'est le même principe de base. Là. C'est des masques, des sculptures extrêmement élaborées avec, c'est ça, là, des valves pour faire juter différents liquides, des affaires comme ça. Puis c'est ça, des structures grotesques. Puis, fait qu'on voit plusieurs fois soit des spires du méchant fabricant de masques. Là. Puis on voit ces genres d'agents Smith qui sont très très cool. Ça aussi, ça marche super bien. Là. Fait que il y a les genres d'agents Smith. Puis c'est des robots. C'est des robots. Je vous ai vendu un punch, ben quand c'est ça. Écoute, c'est le vendeur de masques, il y a des robots qui tuent du monde, ok, mais ils ont l'air humanoïdes. Encore une fois, pensez comme un enfant de 10 ans, là, c'est comme ça qu'il faut voir le film. Mais ça, à quelques reprises, entre autres au début, il tue les gens de manière extrêmement baroque et grotesque et ultra violente. Puis aussi, bien évidemment, il y a quelques personnes qui meurent parce qu'ils mettent le masque, la rengaine publicitaire et passent à la télé. Ça fait que là, le masque les bute essentiellement. Puis, encore une fois, c'est ultra grotesque. Là. Il y a
C'est gore, ok? C'est gore caricatural, Fangoria, j'en ai déjà parlé, puis je parle souvent de Fangoria parce que c'était ça l'idée de Fangoria. C'était amateur de films d'horreur, mais beaucoup ce genre de films d'horreur-là, certainement dans les années 80, puis une grosse partie du truc, c'était que cette excellente revue américaine avec des articles hyper intéressants, avec des gens super cool. Fangoria, c'était magique, là. Mais c'est ça, leur couverture, c'était souvent ce masque-là, un des masques de ces films-là. Voilà, on voyait souvent ces images-là hyper grotesques sur les couvertures de Fangoria, puis il y en a quelques-unes là-dedans, ça fait que bon. Mais la comparaison avec Halloween 1, c'est que dans Halloween 1, il n'y a pas du tout ça. En fait, il y a pas de gore du tout. Les gens se sont imaginés qu'il y avait du gore parce que le film est tellement efficace. Puis, détail intéressant, c'est exactement la même chose qui est arrivée avec Massacre à la tronçonneuse, Texas Chainsaw Massacre. Puis Texas Chainsaw Massacre, comme Halloween, en vérité, quoique pour des raisons différentes, les deux sont d'excellents films. Là, ce sont vraiment de très, 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 très bons films. Toby Hooper, est-ce que c'est un auteur? Ça, c'est un mystère en soi. Là. Ça, c'est toute une autre table. Mais Texas Chainsaw Massacre, c'est un excellent film en tant qu'objet artistique cinématographique et on se souvient du film comme étant d'une brutalité extrême, mais il n'y a pas de gore. Il n'y en a pas. OK. Il y a exactement le même niveau de violence que dans Halloween, dans la mesure où, dans Texas Chainsaw Massacre, il y a une fille qui se fait accrocher après un crochet, là. Fait que décrit comme ça, c'est atroce. Ben oui, c'est atroce, mais on le voit pas. C'est tout arrangé avec, c'est de la suggestion en vérité, là. On voit jamais l'acte en tant que tel. On voit le crochet, la fille, le Leatherface, mais on voit pas ce qui se passe. C'est laissé à notre imagination. Puis on remarquera encore une fois que c'est extrêmement puissant de faire ça comme ça. Puis dans Halloween 1, c'est le même principe. Il y a une scène à un moment donné où est-ce que Michael Myers soulève quelqu'un dans les airs puis le plante dans un mur avec un couteau. Mais on voit rien, là. En plus, il fait noir, c'est dans la cuisine. Ça fait il n'y a pas de gore, là. Mais ça donne l'impression d'un film extrêmement violent et brutal. Puis, dans Halloween 3, où les meurtres sont effectivement beaucoup plus brutaux et certainement plus élaborés et gore, puis on voit de la grosse violence à l'écran pendant plusieurs minutes, essentiellement. L'effet est moindre à beaucoup de points de vue. Puis, une des grosses différences, en fait, entre le 1 et le 3, c'est que c'est le rythme. C'est là où je m'en vais avec ça. Okay. Dans Halloween 1, le film est un crescendo de tension constant. Puis si vous vous asseyez devant le film avec un calepin, puis que vous regardez le film, puis que vous prenez des notes, vous allez remarquer qu'à chaque 10 minutes, à la fin de chaque séquence de 10 minutes, qui correspond à une bobine, à l'époque où c'était filmé en pellicule, puis qui correspond donc à 10 pages de scénario, ce qui veut dire que ça a été structuré comme ça. Ben, à chaque 10 minutes de Halloween, il y a une peur. Il y a une scène de peur, OK? Puis ces peurs-là augmentent au fur et à mesure du film. Ça fait que vers le début, après 10 minutes, on voit Laurie Strode qui se retourne et on voit la forme de Michael Myers, mais elle le voit pas. Okay? Fait que ça, c'est niveau 1, si on veut. Puis après ça, ça escalade. 10 minutes plus tard, il y a une autre peur un peu plus élevée, puis après ça, il y a une autre peur un peu plus élevée, puis etc., etc., etc. Puis le truc, c'est que, c'est ça, il y a une peur à toutes les 10 minutes. Tandis que dans Halloween 3, c'est un peu n'importe quoi. Okay? Il y a une peur, il y a une séquence au début, puis après ça, il y a 25 minutes, puis après ça, il y a un autre meurtre, puis après ça, un peu n'importe quoi, puis après 8 minutes peut-être, il y a un autre meurtre, puis après ça, 20 minutes. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça va un peu dans tous les sens. Puis, le paradoxe, si on veut, c'est que la manière beaucoup plus rythmée que Carpenter utilise, qui montre rien, puis qui part de beaucoup plus loin en termes de
de crescendo là, de violence, là, si on veut, mais juste de tension en vérité. Mais cette méthode-là qui est beaucoup plus dosée, puis beaucoup plus presque mathématique, est beaucoup plus efficace en termes d'horreur que la version je vais te montrer une grosse scène d'horreur, mais je vais te la montrer un peu de n'importe quand, à n'importe quel moment. Puis encore une fois, je mentionne qu'il y en a juste 4-5, puis c'est les gros moments d'horreur du film, mais ils n'ont pas l'effet. Okay. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que le film ne marche pas. Puis ce qui fait qu'il marche en énorme partie, ben, je vais quand même mentionner vite fait que ce qui aide le film, c'est que les acteurs sont entre plutôt bons et vraiment excellents. L'acteur principal, c'est Tom Atkins. Franchement, je l'ai trouvé très, très, très bon là-dedans. Et il a joué dans un paquet de films d'horreur, entre autres The Fog de Carpenter, mais si vous allez voir sa page d'IMDb, un paquet de trucs. Il a joué beaucoup à la télé aussi. Et le gars qui fait le méchant, j'ai écrit son nom ici, c'est Dan O'Herlihy, et lui, il est très connu, si vous voulez, parce que c'est lui qui fait Old Man dans Robocop. Il fait le patron maléfique dans Robocop, essentiellement. Ça fait qu'il y a d'excellentes chances que vous l'ayez déjà vu, puis il est excellent dans Robocop, puis là-dedans, il est vraiment hyper excellent. Le patron maléfique, là, qui fabrique les masques, là, il est hyper cool là-dedans. C'est un gars qui rehausse énormément le film, et comme bien souvent, le méchant fait le film. Ici, voilà. C'est une des grosses raisons pour laquelle le film marche autant. C'est à cause de lui en bonne partie. Mais il faut dire aussi que... puis avant que j'oublie, je mentionne que la musique est co-signée par Carpenter puis Alan Howarth. Ça fait qu'il y a aussi cet élément-là qui fait très Carpenter. Là. Alan Howarth, son nom est moins connu, mais il a travaillé avec Carpenter sur un paquet de trucs. Sur They Live... C'est la même, c'est ça. Ils ont fait la musique ensemble sur They Live. Là. Carpenter et Alan Howarth sont les deux noms au générique de la musique pour ce film-là. Donc voilà. Puis la musique fait très Carpenter. Ça fait que ça aussi, ça aide énormément. Là. Ça puis Dean Cundey, là, on a quand même cette saveur-là, Carpenter. Mais vraiment, le truc le plus cool, puis ça, c'est le cœur de pourquoi le film marche, c'est que la prémisse est vraiment extrêmement efficace. Donc, j'ai parlé du jingle déjà, là, puis qui est Where do you go this Halloween? Halloween, c'est ça, là, OK? C'est Silver Shamrock, London Bridge. Puis ils ont pris cette chanson-là parce que c'était dans le domaine public, et on l'entend à la télé, comme je l'ai dit, à toutes les 3 minutes, et ça rentre vraiment dans la tête, et ça, ça produit vraiment un effet, là... unique et agaçant et intriguant et angoissant parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose avec ça. Mais quand on finit par découvrir qu'est-ce qui va se passer, ben j'ai mentionné tous ces éléments-là de la ville orwellienne avec des caméras partout avant que ça soit notre réalité de tous les jours, n'est-ce pas? Qui est tout aussi orwellienne, vous en conviendrez peut-être avec moi. Et mais c'est ça, tu sais, on a ce docteur qui est traqué par des genres d'agents Smith, Men in Black, hommes en noir, puis on finit, comme j'ai dit, par découvrir que ce sont des robots, puis il y a eu une roche de Stonehenge, un des monuments de Stonehenge qui a été volé, puis on voit ça au début du film, puis on finit par apprendre qu'est-ce que c'est, puis toute la ville orwellienne où sont fabriqués les masques est peuplée essentiellement d'Irlandais. Fait qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis on finit par découvrir que... Là, je vous vends toutes les punches, mais encore une fois, c'est pas grave, c'est pas grave, là. Si vous savez les punches avant de regarder le film ne repose pas là-dessus. C'est le mélange de tout ça qui fait que le film fonctionne. Puis on peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans une tarte avant de manger la tarte, et on va tout autant apprécier la tarte. OK? C'est la même affaire que ça ici, OK? Puis le truc, c'est que l'idée, là, c'est que le méchant fabricant de masques veut venger la défaite des Celtes. Okay? Puis parce que les Celtes ont essentiellement subi un nettoyage ethnique, génocide. Puis ça la donne que moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment énormément. Puis le fait est qu'on sous-estime l'importance de ce truc-là. Tu sais, le Royaume-Uni, OK? Si vous regardez, c'est un Royaume-Uni parce qu'il y a 4 États essentiellement dans ce Royaume-Uni. Okay? Le Union Jack, là, les différents symboles, ça représente ces 4 symboles-là. Puis ces 4 symboles-là, c'est l'Irlande, l'Écosse,
les Gallois et l'Angleterre en tant que telle. Mais qu'est-ce qu'on remarque? L'Écosse, c'est des Celtes. Les Irlandais, c'est des Celtes. Les Gallois, c'est des Celtes. Les Anglais, c'est pas des Celtes. Puis la langue officielle du Royaume-Uni, c'est pas le celte, c'est le gallois. C'est pas le gallois, hein, c'est ça, c'est l'anglais. Puis c'est ça, le prince de Galles, il est pas gallois, hein, comme le prince Charles avant de monter sur le trône. On est prince de Galles avant de monter sur le trône, mais curieusement, le prince de Galles, il n'est pas gallois. Il est anglais, c'est-à-dire pas celte. Fait que le prince des Celtes, il n'est pas celte. Mais c'est pourquoi, à votre avis? Ben, c'est parce qu'ils ont été conquis. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Okay? Mais si on remonte... Mais puis ça, c'est crucial, parce que... c'est ça, les Celtes... en tout cas, ça, c'est un sujet pour un autre jour, mais quand on va dans cette direction-là, un des grands drames, si on veut, de l'Occident, à mon avis, il trouve son origine là. Puis ça, dans la suppression, si on veut, la conquête et la suppression des Celtes, mais qui remonte à César, hein, la guerre des Gaules, c'est ça qu'il raconte. Puis la prémisse du film, en vérité, ben c'est carrément tiré de la guerre des Gaules de Jules César, qui a écrit. Okay? C'est de là que ça vient, parce que l'idée, c'est que notre méchant va venger la défaite des Celtes par un sacrifice humain. C'est ça l'idée. Okay? C'est ça son plan. Fait que c'est pour ça qu'il veut tuer les enfants, parce qu'il va il s'en sert pour faire un sacrifice humain collectif. Ça fait très, très, très Cabin in the Woods à ce niveau-là. Il y a vraiment un côté Cabin in the Woods qui est super intéressant. Puis il y aurait un parallèle entre les deux films qui serait vraiment fascinant. C'est pas pour rien que tous ces éléments-là sont dans le scénario, parce que c'est signé par... le scénario a été écrit par Nigel Kneale, qui a écrit Quatermass 2, Quatermass and the Pit, un paquet de trucs. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne parce que je suis un méga fan de Nigel Kneale. Et c'est en plein le genre de truc qu'il fait. Okay? Il prend une prémisse mythologique ou religieuse ou ce genre d'affaires-là, historique, mais avec un côté peut-être surnaturel, et il mélange ça avec une prémisse scientifique, et il confronte les deux, puis il regarde les conséquences réelles que ça a sur les individus et les collectivités. Okay? Puis c'est brillant. Nigel Kneale, c'est tout le temps malade mental, comme c'est bon. Il a retiré son nom du générique, parce qu'apparemment son scénario était plus comique, en fait, c'était plus proche d'une comédie, puis il n'était pas d'accord, je crois, avec l'hyperviolence dont j'ai parlé. Il y avait plusieurs éléments avec lesquels il n'était pas content. Fait qu'il a enlevé son nom du générique, mais le film a encore énormément là, de cette, encore une fois, cette saveur-là de Nigel Kneale, puis fait que c'est ça, le mélange saveur Carpenter, puis le mélange Nigel Kneale, les deux ensemble, c'est de l'art, là, okay, c'est vraiment cool. Puis justement, là, ici, ça se manifeste sous la forme de cette idée des druides qui veulent se venger de la mort des Celtes. Fait que c'est pour ça que c'est une ville d'Irlandais, parce que les Irlandais, c'est des Celtes. Mais le truc, c'est que cette idée-là que les druides faisaient des sacrifices humains, on a ça dans The Wicker Man, avec Christopher Lee, la version des années 70, qui est de loin dans les meilleurs films d'horreur de tous les temps, là, top 5, top 10, facile, OK? Ça, c'est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de l'horreur, genre niveau Suspiria. C'est complètement différent comme esthétique, mais c'est bon comme ça, là. Puis, mais on a ça dans l'île aux 30 cercueils, là, donc français, donc basé sur un roman de, je pense, c'est Maurice Leblanc, c'est dans les Arsène Lupin, là. Puis vous vous souviendrez peut-être de ce feuilleton qu'il y avait eu à la télé avec le terrible comte Dvorsky puis tout ça, qui est excellent. Le feuilleton était hallucinant. Là. Mais puis l'idée, encore une fois, ça jouait sur l'idée qu'il y avait des druides et ils étaient effrayants et épouvantables parce qu'ils commettaient des sacrifices humains. Mais il y a toutes les raisons de croire qu'ils n'ont jamais commis de sacrifices humains. Les druides ne faisaient pas ça. Ce qui est arrivé, il y a de fortes raisons de croire que Jules César a inventé ça, parce que essentiellement, avant lui, personne ne disait ça. Puis, il est en train d'écrire la guerre des Gaules pour justifier sa conquête, hein, n'est-ce pas? Puis pour montrer à tout le monde à quel point il est brillant.
Parce que je pense qu'il a écrit ça avant d'être empereur, mais ça se pourrait qu'il y avait déjà des visées politiques en tête, voyez-vous. Ça fait qu'il est en train d'écrire sa propre hagiographie. Il est en train d'écrire à quel point est-ce que... C'est ça. Voyez comme je suis un génie et voyez comment je suis en train de battre ces barbares. Puis en plus, ça tombe bien pour lui parce qu'il écrivait super bien, Jules César. C'est un bon auteur. Ça fait que ça l'a aidé. Fait que, mais c'est ça, qu'il l'a écrit avant de monter sur le trône ou après, là, ça revient complètement au même. Là. Il a écrit ça pour se mettre en valeur, puis pour mettre Rome en valeur. Puis il y a beaucoup de réécriture historique là-dessus, parce que l'Empire qui triomphe des soi-disant barbares, ben, très souvent, les vainqueurs écrivent l'histoire, hein, comme on dit, c'est pas pour rien. Puis là aussi, je serais extrêmement tenté, quitte à être polémique, de faire la comparaison avec l'Empire britannique et ses conquêtes. Sujet pour un autre jour. Mais ce qui est certain, c'est que là-dedans, c'est ça qu'on voit. Puis moi, je trouve ça vraiment... Je pense que ça rajoute une résonance supplémentaire de savoir que il y a un écho de la guerre des Gaules dans Halloween 3, puis qu'il y a cette genre de polémique-là en filigrane, il y a cette question-là de, c'est ça, des conquêtes, puis de la conquête du monde celte, puis de sa suppression sur 2000 ans, là, parce que c'est ça, le Royaume-Uni, l'Irlande sont encore en conflit, à beaucoup de points de vue. Là. Maintenant, l'Irlande du Nord, je pense, est encore dans le Royaume-Uni, puis l'Irlande en tant que telle est indépendante, mais dans les années 80, il y avait encore des bombes. Là. OK? Ça fait que c'est pas réglé du tout, puis... Voilà, on a une manifestation intéressante là-dedans, mais fondamentalement, c'est ça. Pour moi, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment fascinant pour ça, puis ça marche super bien. C'est, même si on le prend juste au premier degré avec les druides, puis les Stonehenge, puis les robots, c'est vraiment hyper cool. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme toujours, Patreon, faire un don, etc., lien dans la description. Mais c'est ça, pourquoi c'est bon... Halloween 3, ben comme j'ai dit, c'est peut-être pas un film d'auteur, mais ça demeure un film qui a la saveur, il y a quelque chose de la saveur du premier Halloween, là, avec la musique puis les images. Puis c'est un film qui a, malgré, encore une fois, quelques faiblesses, vraiment énormément d'excellentes idées. Je trouve que la fin, en plus, on n'est pas parlé, mais la fin est super bonne. Puis ce qui est absolument certain, c'est que le jingle publicitaire va vous rester dans la tête pendant très longtemps.